Bonjour à tous et bienvenue dans Économie, le MAG, votre rendez-vous quotidien avec l'actualité économique et financière sur i24 News. Au programme de cette édition, focus sur l'industrie du vin en Israël mais aussi dans le monde. Quelle est la part du vin israélien dans le marché mondial? La politique européenne de boycott peut-elle freiner la croissance de sa production? On en reparle avec Jessie Bodek, sommelier franco-israélien. Mais avant de développer ce titre, on fait le tour sur les thèmes du jour, à commencer avec la discussion européenne d'imposer une nouvelle vague de sanctions contre la Russie, selon plusieurs sources concordantes, alors que le Parlement crimée a annoncé que le rouble était désormais la monnaie officielle de la République séparatiste Crimée et que le référendum initié par Moscou en Crimée avait remporté 93% de oui, selon des sources russes. Les présidents du Conseil et de la Commission européenne avaient qualifié d'illégitime et d'illégal ce vote imposé par Moscou. Au programme de ces nouvelles sanctions, donc, le gel des avoirs dans les banques européennes et l'interdiction de voyager dans l'Union européenne pour une quinzaine d'individus en Russie et ou en Crimée qui seraient directement impliqués dans la tentative russe de ralliement à la Crimée. Mais certaines voix au sein de l'Union européenne mettent en garde contre une déclaration de guerre économique avec la Russie. Écoutez le ministre hollandais des Affaires étrangères. Des sanctions ciblées, oui, mais il faut préciser que nous ne rentrons pas dans une nouvelle guerre économique, parce que cela pourrait être désastreux, et en fin de compte, nos citoyens ne blâmeraient pas les Russes, mais nous, l'Union européenne. On parle à présent d'un bouleversement dans le monde des télécoms français. Après des mois de négociations entre les différents magnats de la téléphonie, ce vendredi, le groupe Vivendi a choisi de négocier exclusivement avec le câble opérateur Numéricable et ainsi de faire sortir de la course l'autre candidat en lice au rachat de SFR, Bouygues Télécom. Mais c'est seulement à l'issue d'une période de 3 semaines que l'offre de Numéricable sera à nouveau examinée puis potentiellement acceptée, à période pendant laquelle Bouygues Télécom pourrait éventuellement concocter une nouvelle proposition. Mais sans nouvelle surprise, Numéricable devrait bel et bien racheter l'opérateur SFR numéro 2 derrière Orange avec près de 25 millions d'abonnés dans le fixe et le mobile. Et on reste dans le secteur des télécoms avec le rachat du principal câble opérateur espagnol Otto par le géant britannique de la téléphonie Vodafone. Une opération estimée à 7,2 milliards d'euros et qui s'effectue une semaine seulement après l'accord sur le principe de l'introduction en bourse d'Otto. Vodafone pourra désormais fournir des services d'internet à haut débit combinés avec des services de télévision, de câble et de téléphonie mobile. À noter que l'opérateur espagnol comptait fin décembre près de 2 millions d'utilisateurs et son réseau est lui relié à près de 7 millions de foyers. Le générateur d'énergie allemand RWE a annoncé la vente de son unité de production de gaz et de pétrole DEA au groupe allemand Letter-One pour une valeur de 5,1 millions d'euros. Letter-One, qui appartient à un conglomérat russe, Alpha Group, a été créé par le milliardaire russe, lui aussi Mikhail Friedman, dans le but d'investir dans des projets gaziers et pétroliers à travers le monde. La scission de RWE, ce deuxième fournisseur de gaz en Allemagne, au profit d'un groupe russe, intervient dans un contexte sensible alors que l'Union européenne, on vous l'a dit, a annoncé des sanctions contre une liste d'individus en Russie dont les avoirs seront gelés et également suspendu les négociations sur les visas avec Moscou. Enfin, en Serbie, le parti conservateur et pro-européen sort grand vainqueur des élections avec 50% des voix. Le SNS, le parti progressiste serbe, avait appelé à des élections anticipées dans l'espoir de gagner un nouveau mandat pour faire avancer les réformes économiques du pays. Puisque la situation dans le pays est préoccupante, avec une dette publique de plus de 60% du PIB, un déficit budgétaire supérieur à 7% et un taux de chômage qui a dépassé les 20% de la population active. Le prochain gouvernement devra donc réformer les lois du travail et du secteur public, ainsi que celles des retraites. Mais le principal message que le chef du SNS, Alexander Vučić, veut faire passer, c'est avant tout l'ouverture de la Serbie vers le monde et plus précisément vers l'Europe. Écoutez-le. Je suis certain que la Serbie poursuivra son rapprochement avec l'Europe. Je suis convaincu que la Serbie va coopérer étroitement avec tous ses amis dans le monde, avec les Russes, avec les Américains, avec les Chinois et tous les autres. Et je suis certain que la Serbie continuera à mener une lutte acharnée contre la corruption.
Focus à présent sur le dossier du jour, le marché du vin et son expansion en Israël ces dernières années. Nous a rejoint sur ce plateau Jessie Bodek. Bonjour. Bonjour. Vous êtes sommelier, un sommelier d'exception puisque vous avez remporté le prix du meilleur sommelier d'Israël il y a quelques années. Alors on va parler avec vous du marché du vin, mais avant, retour sur ce marché avec Anthony Lesme. Au loin, la Syrie, un pays à la dérive, appauvri par 4 ans de guerre civile. De l'autre côté, Israël, le plateau du Golan et une économie florissante, notamment par le commerce du vin. Toujours plus nombreuses, les vignes touchent quasiment la frontière. Commencée dans les années 80, la viticulture occupe aujourd'hui 300 personnes hors vendange. La production atteint les 7 millions de bouteilles, 11% de la production totale israélienne. La qualité du vin, toujours meilleure, attire les amateurs. Les maisons viticoles du Golan et l'Office du tourisme ont développé l'accueil des touristes. Nous avons de plus en plus amené des gens à visiter les caves et tester les vins, ce qui a amené par ailleurs une hausse des autres activités touristiques. Les plus visités sont les caves des hauteurs du Golan. Fondées en 1983, les œnologues ont réussi à diversifier 17 crus différents grâce à la variété des microclimats du Golan. 25% de la production est exportée dans 30 pays différents et la croissance continue. Ces 5 dernières années, nous avons surtout planté de nouvelles vignes. Petit à petit, nous avons la possibilité de produire encore plus de bouteilles, mais nous ne prévoyons pas d'accroître de beaucoup notre production. Aujourd'hui, c'est plus la qualité du vin qui motive Golanites. Et la recherche est un secteur extrêmement important qui a d'ailleurs permis de décrocher le prix du Wine Star 2012. Une première pour un vin israélien, signe de reconnaissance internationale. Comprendre le potentiel de nos sols aussi vite que possible est l'un des points fondamentaux de nos recherches. Comprendre où sont les meilleurs emplacements pour nos vignes, comment le soleil agit, comment irriguer, trouver la meilleure formule pour économiser de l'eau sur un secteur et en donner assez pour garantir la qualité. Occupé après la guerre de 1967, le Golan a été annexé par Israël en 1981. Mais la région est toujours revendiquée par la Syrie. Elle est devenue l'objet des critiques du BDS qui milite pour le boycott du vin à l'export. Quelques pays boycottent les produits du Golan, mais la plupart des vins pénètrent tout de même le marché européen. Et le marché international est tout de même plus destiné à une population juive. C'est pourquoi on ne ressent presque aucun effet. Les consommateurs juifs ne prennent pas en compte la question des frontières. Les vins israéliens s'exportent de plus en plus et représentaient un marché de 180 millions de dollars en 2013. Et ils peuvent compter sur un autre allié pour gagner en qualité, le temps. Alors Jessie Bodek, on revient avec vous sur le marché du vin. On a vu dans ce reportage que Golan Heights exportait 25% de sa production. Plusieurs vins israéliens ont d'ailleurs été primés au niveau international. Qui sont finalement les demandeurs, les plus grands demandeurs de vins israéliens ? Nous avons aujourd'hui dans le monde principalement encore les populations juives, les différentes communautés dans le monde qui consomment du vin israélien. Cela dit, nous voyons ces 10 dernières années, j'allais dire 20, mais c'est plus 10, que le vin israélien parvient à pénétrer des marchés qui ne l'étaient pas jusqu'à présent. Et en l'occurrence, des populations qui ne connaissaient pas ou qui ne buvaient pas de vin israélien, des populations non juives qui entendent parler du vin israélien, qui a fait des progrès énormes d'un point de vue qualitatif ces 20 dernières années, se mettent donc à boire du vin israélien. Alors, on a vu qu'aucun vin israélien ne faisait partie de cette fameuse liste des 50 vins les plus chers. Est-ce que finalement, le prix du vin reste quand même un critère, un des plus grands critères pour définir de la qualité du vin ? Non, absolument pas. C'est-à-dire, le prix du vin ne cesse d'augmenter dans le monde aujourd'hui, puisque la consommation ne cesse d'augmenter, et la production, en particulier pour les grands crus français, italiens et autres, ne croît pas. Donc, les règles économiques font que la demande étant plus importante, les prix augmentent. Alors on a vu que l'économie israélienne faisait face à d'autres menaces, notamment celle du boycott de certains pays de l'Union européenne. Est-ce que vous pensez que ces mesures de boycott peuvent influencer, avoir un mauvais effet sur la production de vin en Israël ? Écoutez, sans aucun doute, un boycott ne peut pas avoir de bonnes retombées, de bons effets pour l'industrie du vin en Israël.
Cela dit, étant donné que les consommateurs de vin israéliens restent en majorité des populations juives, je ne pense pas que ce boycott pourra influencer la consommation de vin israélien. Mais si justement les populations juives restent quand même le premier marché des vins israéliens, est-ce que finalement c'est pas limité ? Oui, bien sûr, c'est limité. C'est pour ça que tous les exportateurs de vins israéliens s'efforcent de faire connaître leur vin chez ces autres populations, avec certains succès. Je pense à la cave du Golan que l'on a vu dans votre reportage, mais aussi au domaine de Castel, qui parvient à vendre ses vins dans de grands restaurants étoilés en France et dans le monde. Alors quelles sont les régions viticoles les plus prédominantes en Israël ? Écoutez, le plateau du Golan est effectivement une des excellentes régions pour la production du vin, de par son élévation et de par son sol de basalte. Je citerai aussi les montagnes de Judée, donc sur les collines de Jérusalem, du côté ouest et est. Et aussi la région autour de Zikron Yaakov, de Binyamina, qui produit d'excellents vins, en particulier avec Carmel, depuis de nombreuses années. Alors une dernière question, on se connaît la prédominance d'Israël sur les hautes technologies. Est-ce qu'on peut imaginer qu'Israël mettrait en service justement de hautes technologies pour améliorer son vin ou améliorer la terre pour le vin ? Lorsque l'on parle du vin, il y a toute une connotation d'agriculture, terroir, et bien que de nouvelles techniques entrent en jeu dernièrement, la high-tech n'influence que très peu aujourd'hui la production de vin. Merci beaucoup Jessie Bodek pour toutes ces explications. Nous allons tout de suite passer à notre rubrique Media Watch. On commence ce Media Watch avec ce qui pourrait devenir la plus grande introduction en bourse dans le secteur technologique depuis celle de Facebook en 2012. Bonjour Johanna. Bonjour. Alors il s'agit du groupe Alibaba. Oui, c'est officiel. Alibaba, le géant du e-commerce en Chine, a confirmé sa volonté d'entrer en bourse, non pas à Hong Kong comme on aurait pu le penser, mais à New York, à Wall Street. Et selon les analystes, le groupe est estimé entre 150 et 200 milliards de dollars et contrôle 80% du commerce en ligne en Chine. Alors il possède notamment 3 des 100 sites les plus visités au monde. Il y a tout d'abord Taobao, qui est un site de vente de particulier à particulier, un petit peu comme eBay. Il y a Alibaba.com évidemment qui vend lui des produits électroniques destinés aux entreprises et il y a Alipay qui propose des solutions de paiement sur Internet et l'introduction en bourse du groupe lui permettrait de lever entre 10 et 15 milliards de dollars, ce qui en ferait la plus grosse opération du secteur technologique depuis celle de Facebook, depuis l'introduction en bourse de Facebook, puisque le réseau social avait réussi à lever 16 milliards de dollars en mai 2012. Alors on continue avec la compagnie aérienne Malaysia Airlines. Le Boeing n'a toujours pas été retrouvé, mais cette affaire a levé le voile sur les difficultés auxquelles la compagnie aérienne fait face. Oui, depuis quelques années, Malaysia Airlines va mal, a des problèmes économiques. La compagnie n'a enregistré aucun bénéfice depuis 2010 et même une perte de 1,17 milliard de ringgit, environ 260 millions d'euros en 2013. Des performances qui sont donc assez médiocres et qui sont causées par plusieurs éléments. Premièrement, une mauvaise direction, ensuite un sureffectif, des syndicats qui sont trop nombreux et trop puissants, et aussi une interférence du gouvernement, puisque la compagnie est détenue à 70% par le fonds d'investissement de l'État malaisien qui s'appelle Khazanah Nasional. Et puis on imagine que la disparition de cet appareil ne va rien arranger. Oui, ça risque même d'empirer la situation puisque Malaysia Airlines va devoir faire face à la fois à des poursuites judiciaires mais aussi à la perte de confiance des consommateurs et des investisseurs qui sont inquiets pour la sécurité et aussi à des dédommagements. La compagnie a déjà donné 5 000 $ aux familles des personnes, des voyageurs qui étaient sur le vol. Et il ne faut pas oublier l'avion qui lui aussi a un coût, un peu plus de 260 millions de dollars, d'autant plus qu'il n'appartenait pas à Malaysia Airlines, mais à une autre compagnie détenue par le ministère des Finances du pays.
Et direction Paris, où les transports en commun sont gratuits. Depuis vendredi, une initiative pour lutter contre la pollution, mais qui a quand même un coût assez élevé. Oui, 4 millions d'euros par jour, c'est le coût de la gratuité des transports en commun en Ile-de-France, dont 2,5 millions rien que pour Paris. Une initiative, donc, comme vous l'avez dit, qui a été mise en place pour lutter contre la pollution, pour éviter en fait que les particules fines dans l'air dépassent un seuil critique. Pour l'instant, ce coût est pris en charge au niveau régional par le STIF, le syndicat des transports d'Île-de-France, mais il se pourrait que le gouvernement en paie une partie. Des discussions sont en cours à ce sujet et les transports devraient rester gratuits jusqu'à ce que la pollution baisse. Merci beaucoup, Johanna. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Rendez-vous demain à la même heure pour un nouveau point sur l'économie internationale, toujours sur i24 News.